Bienvenue dans la deuxième partie du chapitre 1 du thème 3 de chimie. On a vu dans la partie 1 de ce qui était principe de réaction d'oxydoréduction et on va voir comment exploiter ce phénomène pour produire de l'énergie, à savoir les piles. Les piles sont un réservoir d'énergie chimique et on va voir comment ça fonctionne. On va voir qu'il est possible de récupérer le flux d'électrons créé lors de l'oxydoréduction afin d'allumer une ampoule par exemple ou faire tourner un moteur. Allez, c'est parti. Rapidement, on va reprendre l'expérience que j'avais détaillée dans la première partie du chapitre. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour bien comprendre le flux d'électrons qui se produit. Alors, donc on a une plaque de zinc qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre, et donc il va y avoir une réaction d'oxydoréduction que vous avez vue la dernière fois. Donc des ions Zn2+ sont créés, ce qui va générer le rognage en fait de la plaque de zinc. En parallèle, deux électrons vont être libérés. Je rappelle que le zinc Zn2+ est donc oxydé puisqu'il libère des électrons. Et ensuite, le cuivre va capter ces électrons. Il va donc être réduit et se transformer en cuivre solide. Vous voyez, donc, et l'opération va se répéter plusieurs fois, créant un flux d'électrons. Donc là, ce qui est important de noter, c'est que le transfert était direct. C'est-à-dire qu'il y avait contact direct entre l'oxydant et le réducteur, et donc il se passait en quelque sorte de la main à la main les électrons. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est se servir de ce flux d'électrons pour alimenter une ampoule, par exemple. Il faudrait donc trouver un moyen de faire passer ces électrons par un circuit externe, de manière à ce qu'ils passent par une ampoule pour qu'elle puisse s'allumer. Alors voyons comment faire. Alors un des scientifiques qui a travaillé sur l'exploitation de ce flux d'électrons, c'est John Daniell. Au début du 19e siècle, lui, il a voulu répondre à un besoin qui existait autour du télégramme, du télégraphe, qui servait à envoyer les télégrammes. En fait, si vous voulez, ça c'était un peu le moyen d'envoyer des SMS au début du 19e siècle. Et donc le problème, c'est que ce télégraphe, il avait quand même besoin d'une source d'énergie stable et fiable. Et donc lui, il a inventé ce qu'on a appelé justement la pile Daniell, donc qui était constituée d'une électrode en fait en zinc, qui était plongée dans une eau acidifiée, avec du sulfate de zinc, et une électrode de cuivre, ici, qui était plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Et entre les deux, il y avait un vase poreux, donc on va voir pourquoi tout à l'heure. On va exploiter un petit peu ces documents et on va surtout modéliser avec du matériel qu'on connaît nous maintenant. Alors, on va prendre, pour reproduire son expérience, une solution de sulfate de cuivre. Donc j'ai pas mis les ions sulfate parce qu'ils sont spectateurs, ça va nous gêner. À l'intérieur, une plaque de cuivre qui trempe. De l'autre côté, une solution de sulfate de zinc avec une plaque de zinc qui trempe à l'intérieur. Pour que la pile fonctionne, il faut que ces électrodes soient reliées entre elles. On va donc mettre un câble électrique avec un interrupteur. On va placer également une ampoule, puisque l'objectif, je le rappelle, c'est d'allumer cette ampoule. La pile, ici, le circuit, vous voyez qu'il n'est pas fermé. On va donc mettre un pont salin entre les deux pour faire fonctionner la pile. On va voir exactement comment fonctionne ce pont salin au cours de l'explication. Dans un premier temps, là vous voyez que rien ne se passe. Dans un premier temps, on va fermer l'interrupteur de manière à allumer l'ampoule. L'interrupteur est fermé, vous voyez que l'ampoule s'est allumée, donc on va voir pourquoi, grâce à quel phénomène. Bon, vous avez compris que c'était l'oxydoréduction. Bref. Contrairement à tout à l'heure, on va se baser sur l'observation autour du zinc. Donc, ici, on voit qu'un ion zinc a été formé. Ici. Donc, cet ion zinc qui a été formé va, en parallèle, générer deux électrons. D'accord? Le zinc a été oxydé. C'est exactement la même chose que par transfert direct. Vous avez constaté aussi le déplacement de ces ions chlorure. En fait, eux proviennent du pont salin qui va se décharger au fur et à mesure de ces ions pour assurer l'électroneutralité de la solution. C'est normal, vous venez de créer deux ions zinc ici. Donc il faut forcément contrebalancer cette apparition de charge positive avec l'apparition de deux charges négatives. Les électrons qui ont été générés par cette oxydation vont se mettre à circuler dans le circuit. Et ils vont passer par le fil, de ce fait allumer l'ampoule au passage, et s'accumuler sur la plaque de cuivre. Une fois les électrons accumulés, les ions cuivre qu'il y a en solution vont être attirés par ces électrons. Ils vont donc naturellement venir se coller à eux. En parallèle, des ions potassium K+,
vont venir dans la solution pour compenser la disparition des charges positives, puisque au contact des électrons, les ions cuivre vont être réduits, transformant ainsi le Cu2+ en Cu et faire un dépôt sur la plaque de cuivre. L'opération va se reproduire plein de fois, autant de fois que possible. Donc on peut continuer. Un autre ion zinc va se former. Petit à petit, au fur et à mesure que le zinc sera oxydé, la plaque va être rongée. Comme d'habitude, 2 électrons vont être formés. Les chlorures viennent compenser l'excédent de charge positive. Les électrons circulent dans le circuit, viennent s'accumuler. Un autre ion cuivre va venir se réduire sur la plaque de cuivre, etc. jusqu'à ce qu'on observe au final un gros dépôt de cuivre sur la plaque de cuivre. Donc, la transformation finalement globale, le bilan final est le même que pour le transfert indirect, lorsqu'on mettait en contact la plaque de zinc avec des ions cuivre. Ici, le transfert est indirect parce que les électrons, vous avez vu qu'ils sont passés par un circuit dit externe pour arriver à la plaque de cuivre, mais le bilan de la transformation est strictement le même. Par contre, voilà, on a fait passer les électrons dans un circuit externe qui a permis d'allumer une ampoule. C'est tout l'intérêt de la pile Daniel. On va mettre un petit peu de vocabulaire à toutes ces explications. Il est important pour vous de savoir déterminer la polarité d'une pile, qu'il s'agisse d'une pile Daniel ou une autre. Alors, on repart toujours à partir des observations. On sait qu'il y a un dépôt de cuivre sur la plaque de cuivre. On sait donc que les électrons vont arriver sur l'électrode de cuivre, et cette électrode sera le siège d'une réduction. Par définition, là où il y a la réduction, ça s'appelle une cathode, et c'est la borne positive de la pile. De l'autre côté, on sait qu'on a une oxydation de l'électrode de zinc, soit parce qu'on a constaté une déperdition de masse, ou alors qu'on a carrément vu la plaque se ronger. On sait donc qu'il y a perte d'électrons, que c'est le siège d'une oxydation, et par définition, c'est ce qu'on appelle l'anode, la borne négative de la pile. Vous devez être capable également de placer sur le schéma les électrons, le sens des électrons et le sens de l'intensité. Donc là, c'est facile. On sait que à partir du zinc, il y a une perte d'électrons. On peut donc placer les électrons et surtout leur sens de déplacement. Et bien sûr, l'intensité, c'est facile puisque c'est opposé aux électrons. Vous devez noter la chose suivante. Vous devez absolument retenir ça. Pour trouver la borne d'une pile, le lieu de l'oxydation, c'est toujours l'anode. Le lieu de la réduction, toujours la cathode. Vous devrez être également capable de schématiser la pile d'une manière plus générale. Donc, tout simplement, voilà. Alors ici, on a mis le schéma, la symbolique d'une pile. Ici, d'un moteur. Vous pouvez mettre une ampoule ou n'importe quoi. Une ampoule, c'est un cercle avec une croix à l'intérieur. Bref, en tout cas, vous devez être capable de placer les bornes comme il faut. Donc là, par exemple, on sait que la borne positive, c'est la plaque de cuivre, puisque c'est à partir de là que sort l'intensité. Et l'autre, la plaque de zinc, puisque c'est à partir de là que sortent les électrons. Pour la prochaine fois, je vais vous demander de résoudre un cas pratique. Donc un autre exemple, on va considérer la pile suivante. Et je vous donne des observations et vous allez devoir en déduire le bilan réactionnel grâce aux données fournies. Alors, en supposant qu'on constate sur la plaque d'argent un dépôt argenté, et qu'on voit que la plaque de cuivre est rongée au fur et à mesure de la transformation, on vous donne les couples redox. Je veux que vous me trouviez pour la prochaine fois le bilan réactionnel de la transformation. Donc pour ce faire, raisonnez de manière propre, faites des étapes. Donc qu'est-ce qui se passe pour chaque électrode? Donc essayez de modéliser les transformations qui sont décrites, et après faites un bilan. Alors, quelques généralités sur les piles maintenant. Déjà une définition. Avant tout, une pile, c'est un réservoir qui permet de stocker de l'énergie sous forme chimique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on prend la pile dans la main, elle ne se décharge pas. Pour qu'elle se décharge, pour qu'elle libère cette énergie, il faut mettre les pôles en contact. C'est exactement comme dans ma pile Daniel quand on a fait apparaître l'ampoule, souvenez-vous. On avait donc un circuit externe qui reliait les électrodes l'une à l'autre. Ici, donc pour que la pile débite, pour qu'elle libère son énergie, on va donc relier ces électrodes par l'intermédiaire d'une ampoule, par exemple ici. Donc dans ce cas-là, la pile devient un générateur électrochimique, et donc elle va être capable de fournir de l'énergie électrique grâce à une transformation chimique,
et donc éventuellement soit de faire tourner un moteur, soit d'allumer votre téléphone portable, etc. Alors, il existe différents modèles de piles. Alors, très rapidement, pour votre culture, hein, vous voyez que entre la pile saline et la pile alcaline, eh bien, la nature des électrolytes change un petit peu, hein, puisque ici, on a une électrolyte qui est basique, hein, avec de l'hydroxyde ici, du HO-, alors qu'ici, c'est plutôt un électrolyte acide, donc avec du NH4+, hein, qui a des propriétés acides. Qu'est-ce qui change encore? La nature des électrodes aussi, hein. Ici, on a du graphite, alors que là, on a un clou en acier. Bon, quelques particularités par rapport à ces piles, sachant que maintenant, la plus utilisée reste la pile alcaline, qui a un rendement beaucoup plus important. Un autre type de pile qui est en cours de développement actuellement, c'est la pile à combustible, qui est utilisée déjà pour les expéditions spatiales. Elle est intéressante parce qu'en fait, comme déchet, elle va donner que de l'eau et du dihydrogène. Donc d'un point de vue environnemental, c'est vraiment le top. L'objectif à terme, c'est de pouvoir utiliser ça dans les voitures. Malheureusement, le rendement n'est pas encore au top. Bon, on verra cette pile en détail en exercice et en particulier en spé physique l'année prochaine. Autre type de pile, c'est le plus utilisé par vous aujourd'hui, c'est les accumulateurs. C'est tout simplement les batteries. Les batteries sont une série d'accumulateurs branchés les uns avec les autres. Et donc voilà, on va voir ça en détail et également en classe ensemble autour d'un exercice. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 1, hein, pile et oxydoréduction. À bientôt pour le chapitre 2.